Avant de commencer mon analyse, j'aimerais saluer ici présent l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Parce que le 19 septembre 2002, lorsque les rebelles de Guillaume Soro ont porté le glaive dans le cœur de la nation ivoirienne, en visite en Italie, le lendemain 20, il a pris le premier avion pour revenir dans son pays. Pourquoi c'est pas... Oui. Et il a fait quoi? En tant que commandant en chef, il a fait quoi? Pour mener ses troupes à la bataille, pour faire le discours dont je parlais tout à l'heure. Bienvenue sur Afridébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. Afridébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Pourquoi on rappelle du narratif? C'est important parce que Barry a dit quelque chose. 4 jours, terré quelque part, on ne sait pas où tu étais, les populations sont dans le désarroi. 4 jours après, tu sors de nulle part. C'est bien, il est sorti, on a écouté son discours. Là, je finis de saluer le président. C'est pas trop trivial, ça? Bon, peut-être pour vous, mais bon. En fait, je dis... Quand je finis de saluer Laurent Gbagbo, je reviens maintenant au discours dans le fond. Parce que moi, je ne vais pas rester dans la forme du discours. Ce n'est pas ça qui est le plus important pour moi. Déjà, le discours d'Assimi Goïta, pour moi, s'inscrit en fait dans une logique politique qui est assez classique. Et c'est connu de tout le monde. Et le mot a été sorti avant moi. Une communication de crise. De crise, bien sûr. Première des choses, il faut rassurer. Deuxième des choses, il faut maintenir l'autorité de l'État. Et la troisième des choses, il faut éviter toute perception de perte de contrôle de la situation. Quand on a fini de dire ça, donc quand Assimi Goïta affirme sans sourciller qu'il maîtrise la situation alors que des attaques coordonnées, simultanées, ont frappé pratiquement 7 villes stratégiques du Mali, pour moi, disons les choses clairement, il ne faut pas avoir peur des mots. Assimi Goïta a lancé un discours peut-être politiquement très fort, mais dans le fond, le message, il est fragile. Comment cela? C'est fragile parce que, première des choses, quand tu as une attaque qui est coordonnée dans ton pays, ça montre déjà une capacité de planification des groupes armés dans ton pays. Depuis 6 ans que tu es aux affaires. Première des choses. La deuxième des choses, il y a une faiblesse dans le renseignement. Généralement, pour vous qui êtes dans le leadership, vous nous dites ici, diriger, c'est prévoir. Et tu sais que tu es dans une situation où tu diriges, tu as en face de toi des gens qui font des choses, donc tu dois être dans l'anticipation. Ça veut dire que le service de renseignement malien n'a pas anticipé. Donc aujourd'hui, Christelle, parler de maîtrise de la situation révèle plus pour moi de la communication, un peu comme le président lui-même le disait à ses populations. Donc le message s'adresse à ceux qui acceptent les drones brebriba. Pour ceux qui ne comprennent pas. Le gros drone, voilà, bien sûr. Le gros drone qui peut faire 5 minutes en 2 temps, 3 mouvements, se retrouve aux États-Unis et autres. Voilà. Donc, j'ai fini de cette première partie. La deuxième partie, Christelle, oui, comme il fallait s'y attendre, aujourd'hui, il refuse en fait de se remettre en question et de remettre en question la stratégie en interne de cette situation qui prévaut aujourd'hui au Mali. Première des choses, comme toujours, on désigne un ennemi qui est invisible. L'ennemi vient de l'extérieur. L'ennemi, ce sont les terreaux et l'expression exacte. Non, pas soutien. Les sponsors de l'extérieur. Pourtant, hier, sur tous les réseaux sociaux, on a tous vu le terroriste Bin Diarra revendiquer à visage découvert ces attaques coordonnées. Donc aujourd'hui, je me dis que cette posture d'Assimi Goïta pose un problème. Ça pose véritablement un problème, c'est qu'il détourne l'attention sur les failles internes. Leur incapacité en interne à pouvoir gérer la problématique, c'est-à-dire le renseignement, qui est la première des choses. Et deuxième des choses, c'est que je pense que Ted est là, qui lui fait un peu de la diplomatie, il complique les relations diplomatiques du Mali, qui est déjà isolé. La dernière des choses sur laquelle je vais finir, je pense, Christelle, parce que vous avez demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je pense que humblement, après 6 ans de gestion, Assimi Goïta doit demander de l'aide. Il faut mettre les égos de côté. Parce que pour cette attaque simultanée, coordonnée, qui a été perpétrée au Mali, on n'a pas vu la force en attente de l'AES. Pourtant, dans son discours, il a bien salué, en telle circonstance, justement, la collaboration avec la synergie d'action au sein de la Confédération. Ah, si il a salué, et si je mentais à ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a eu cette coordination, il y a eu ça, mais ils ont échoué. C'est dans le discours. Voilà. Donc, pour vous dire que je pense que, malgré le discours souverainiste, la réalité du terrain nous impose une autre lecture de la situation. Très bien. Cette guerre
que Assimi Goïta veut mener. Il veut la mener contre qui? C'est de ça qu'il s'agit, c'est très important. Il la mène contre qui? Déjà que lui-même, il a désigné un ennemi invisible. J'ai déjà fini, ne vous inquiétez pas. Un ennemi invisible. Je pense que, Christelle, nous sommes face à une guerre asymétrique qui dépasse les capacités nationales. Donc, en restant isolé, le Mali réduit les options de coopération du Mali, s'expose à des pressions accrues des groupes armés et fragilise, pour finir, la stabilité sous-régionale. J'ai plaidé. Alors vous avez donc suivi le discours du président Assimi Goïta, sa position sur la situation, l'hommage rendu donc à son ami et frère tombé, Sadio Camara, ensuite les perspectives de sécurisation, la coopération avec la Russie, l'AES. Votre commentaire? Christelle, cette intervention du chef d'État malien, général Assimi Goïta, je pense que ça vient apporter quand même des réponses à un certain nombre de questions suite à cette attaque-là, à ces attaques coordonnées sur plusieurs villes du Mali. La première chose pour moi, ça vient tuer d'abord la rumeur qui se répandait selon laquelle le chef de l'État malien aurait été touché dans toutes ces agressions. C'est vrai, on a des fortes figures de l'exécutif malien qui ont été touchées, notamment le ministre de la Défense, qui est le numéro 2, mais le président, on voit bien qu'il est sain et sauf. La deuxième chose, c'est les gens spéculaient surtout sur pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas les amis de l'AES. C'est-à-dire la Russie? Non, je parle de l'AES, pas du Burkina Faso, du Niger. Dans son intervention, il est venu dire qu'il salue dans cette circonstance la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel et dont la force, pour lui, unifiée, œuvre en ce moment sans relâche à la pacification de leur espace. Donc, on peut pas, il admet lui-même que les deux autres partenaires dans la Confédération des États du Sahel sont bien présents à ses côtés en ces moments. La troisième chose, on a beaucoup spéculé sur certains replis de la Russie, de la Fédération de la Russie, qui est leur partenaire stratégique qui dit. Et il a fait mieux. Et c'est là que je ne suis pas forcément d'accord avec Barry, de voir la présence des partenaires russes à ses côtés lors de cette intervention. Mais non, les gens disent que votre partenaire qui vous soutient, on met cette sorte de message-là dans la population. Les populations peuvent se poser la question. Barry parlait du timing et de l'agenda. Il estime qu'à l'agenda, il estime que l'agenda, ils auraient dû... communication de crise. Oui, il estime que l'agenda... qui apprécient. Très bien, je rappelle l'idée pour qu'on soit en accord. Il estime que... J'ai bien compris. Très bien, pour les téléspectateurs, il estime que le président aurait dû s'exprimer à la nation avant de recevoir les partenaires russes. Christelle, ils sont dans une communication de crise. Ils viennent d'avoir cette férocité en termes d'agression. On leur dit que le partenaire stratégique, dont ils savent qui est présent, qui leur apporte de la logistique et autres, on répand cette rumeur au sein de la population pour dire que les Russes nous ont lâchés. Donc il vient vous dire que non, je suis avec les Russes. C'est le message qui veut passer. Je pense que les Maliens, les populations maliennes l'ont perçu. La quatrième chose, c'est rassurer le peuple malien. Il a dit, je prends à l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche et autres se poursuivent. En ce moment, à un moment donné, les Maliens peuvent se poser des questions. Est-ce que notre exécutif est vraiment sûr, peut nous garantir une certaine stabilité, une certaine sécurité? Donc il a fait. Donc, pour moi, son message, le message du chef d'État malien, c'est à point normé. Les différentes questions que se posent les populations et certains acteurs, il vient répondre à ces questions. Donc, voilà. Très bien. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afri Débat, le radar de l'Afrique.